Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur AXA? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci n'est pas un conseil d'investissement. Qu'est-ce que je raconte? Bref, mon Dieu, je suis fatigué. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. OK? Donc, AXA, on en a parlé plusieurs fois. On a parlé plusieurs fois des compagnies d'assurance ici. C'est un business très spécifique. Il faut faire attention ici. La plupart des agrégateurs ne sont pas adaptés pour analyser les compagnies d'assurance en profondeur. Je l'ai fait dernièrement ici avec une compagnie qu'on appelle Arch Capital. C'est bien ça. Arch Capital Group. Donc, allez-y voir ce que j'ai fait à ce niveau-là, d'accord? Recherchez ces ratios-là, etc. Parce que je ne vais pas le faire avec la vidéo sur AXA, ok? On l'a vu précédemment ici. AXA, c'est un groupe d'assurance multiligne ici, donc il y a également plusieurs services dessus. Il faut essentiellement savoir, la compagnie d'assurance rapporte de l'argent comment et qu'est-ce qu'elle fait avec? C'est essentiellement des entités d'investissement. OK? Donc, faites très, très attention ici. On ne paye pas des multiples assez élevés pour ce genre de business-ci. OK? Donc, quand on regarde les actifs tangibles nets par action ici, on constate quoi? Idéalement, il est préférable d'acheter une compagnie d'assurance à un prix proche de ses actifs tangibles nets par action. OK? Et il faut également privilégier les actifs tangibles nets par action qui ont tendance à augmenter. Est-ce que c'est le cas pour AXA? Vous avez vu ici que sur toutes les compagnies d'assurance, il y aura cette baisse des actifs tangibles nets par action, presque divisé par 2. Or, ce n'est pas parce qu'elle a perdu de l'argent, c'est uniquement parce que ces entités-là ont généralement ici des obligations gouvernementales ici. Et quand les taux d'intérêt augmentent, ces obligations, même pas gouvernementales, mais ils ont généralement des obligations en portefeuille, que ce soit pour les entreprises ou bien pour les différents gouvernements ici. Donc, quand les taux d'intérêt augmentent ici, les obligations en question perdent de la valeur à l'instant T. D'accord? Si elles gardent ces obligations-là à maturité, d'accord, elles auront tendance à récupérer ce cash-là plus les intérêts. Donc, c'est uniquement ici une variation comptable. Maintenant, pour celles qui doivent se débarrasser rapidement ici de ces obligations, peut-être parce que le portfolio de prêt est mal positionné ou bien parce qu'elles ont des charges énormes à payer ici, peut-être parce qu'il y a peut-être, disons qu'il y a peut-être eu ici un ouragan et qu'elle doit assumer les dommages ici pour les clients qui ont eu à payer des premiums précédemment ici. Si elle n'a pas assez de cash, d'accord, si les premiums sont plus élevés que les charges ici aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'elle va puiser dans les caisses. OK? Donc, la compagnie d'assurance ici, on rapporte de l'argent ici, soit avec les premiums, donc la différence ici entre les premiums et les charges qu'on va payer par rapport aux dommages, soit également ici avec les revenus issus des intérêts sur nos différents placements. OK? Donc, on va aller très rapidement, simple. Sur ce business-ci, essentiellement, le bilan est liquide. OK? Le bilan est généralement liquide. Donc, on aime bien également regarder le return on equity, mais de préférence le return on tangible equity. Parce que quand on regarde le return on equity, equity ici ne prend pas en considération ça ne prend pas en considération ici, ça n'élimine pas les actifs intangibles. OK? Donc, il faut faire attention, ça mérite peut-être un ajustement à ce niveau. On voit ici que le return on equity est plutôt, voilà, aux alentours de 7% par là, 7-8%. Techniquement, ce n'est pas exceptionnel, mais je rappelle encore que c'est le return on equity. On aurait préféré le return on tangible equity. Or, si le return on equity est aux alentours de 8%, et regardez bien, on va comparer ici le book value. On va prendre ça, book value, où est-ce qu'il est? Book value, oh là là, book value ici. Donc, book value, c'est même encore equity, ok? On va le mettre ici, equity. Est-ce que j'aurai cette information-là ici? Alors, si vous comparez à total equity ici, on va le mettre comme ça. Voilà, on a 55 milliards. Le tangible book value ici, aux alentours de combien? 23 milliards. D'accord? Or, quand vous comparez ici vos return equity, il prend en considération uniquement le book value. D'accord? Donc, son dénominateur, c'est celui-ci, le total equity. C'est ça le dénominateur. Or, on aurait préféré que ce soit celui-ci. Donc, si on prend celui-ci à la place, vous allez remarquer que la différence entre les deux ici, c'est presque le double. Donc, techniquement, le ROTCE le ROTE est plus élevé que le 8% qui est ici. D'accord? Donc, le ROTE, donc on pourrait avoir un return on tangible equity supérieur à 10%. Et moi, j'aime ça. D'accord? Donc, il faut toujours regarder à peu près. C'est même important de connaître d'abord le calcul de tous ces différents ratios-là. Et ça vous permet de pouvoir les interpréter. Parce qu'il ne suffit juste pas de regarder, oh non, return on equity, c'est très bas, c'est pas bon. Qu'est-ce que ça veut dire même le return on equity en question? Ça veut dire ici qu'il y a de grandes chances que le tangible book value continue à croître ici de log, ici de au même niveau que le ROTE. Okay? Si on a un ROTE de 10% et que j'achète une compagnie ici en date d'aujourd'hui à son book value, à son tangible book value, d'accord?
il y a de grandes chances, si elle continue à être aussi bien gérée, d'accord, que mon book value augmente de 10% année après année. Et qui parle du book value ici pour un, ça veut dire que mon prix également aura tendance à augmenter, enfin pas mon prix, mais la valeur aura tendance à augmenter de 10% en moyenne. Je sais que vous ne comprenez pas. Retournez en arrière, refaites pause et vous allez comprendre, d'accord? Bref, on va aller très rapidement ici, d'accord? Compagnie d'assurance, c'est un autre animal. Il faut faire très attention avec ces entités-là. OK? Donc, on gagne beaucoup d'argent ici aujourd'hui, simple, mais si on a mal ici évalué le risque, ça peut faire mal à long terme. Faites très attention. Donc, est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions? Oui, elle rachète massivement ses actions. On aime ça parce qu'elle devrait même le faire. Les compagnies d'assurance doivent, comme les bancaires également, comme les entités ici qui offrent des services de financement ici, doivent s'échanger à des niveaux de PER qui sont très peu élevés. Donc, quand vous voyez une compagnie d'assurance ou bien une compagnie bancaire, vous vous dites, oh, 10 fois les bénéfices, c'est sous-évalué. Non, c'est même correctement évalué parce que ces entités-là sont assez risquées. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait donc si le prix est réellement sous-évalué? Elle doit racheter ses actions. Et comme ça, imaginez que vous achetez une entreprise ici à 1 euro, qui a à peu près 100 actions ici, d'accord? Et qu'elle s'échange à 10 fois les bénéfices. OK? Si elle rachète à peu près, si elle utilise à peu près la totalité de ses bénéfices nets ici pour acheter des actions, vous l'avez acheté à 10 fois les bénéfices, donc elle aura tendance à éliminer ici 10% ici de ses actions année après année. Votre prix va augmenter, votre bénéfice net par action va augmenter de 10%. Ah, mais même pas de 10%, parce que si vous rachetez 10%, il va augmenter de combien ici? Je pense que ça sera aux alentours de 11%. Donc faites attention. C'est pas parce qu'une entreprise va baisser, c'est pas parce quand une entreprise baisse de 50%, pour récupérer vos sommes de départ, il faut que le prix double. D'accord? Quand une entité baisse de 30%, pour récupérer vos sommes de départ, il faut que le prix augmente de 50%. Il faut faire attention, il y a toujours ces nuances-là. Bref, on a trop duré sur cette vidéo. Ah bon, on va aller très rapidement ici. Les net income, on va prendre la moyenne, la médiane ici des net income, je préfère. Ce sont des business qui auront tendance à rapporter également beaucoup d'argent à certaines périodes. Quand les taux d'intérêt sont élevés, les sommes investies ici auront tendance à rapporter beaucoup d'argent. S'il n'y a pas de catastrophe ici à l'horizon, elles peuvent également avoir tendance à rapporter beaucoup d'argent. Donc, c'est important de connaître pourquoi est-ce qu'on a eu des variations sur les années précédentes. OK? Donc, quand on prend à peu près sur les 10 dernières années ici, c'est un business qui rapporte à peu près 5 milliards 500. OK? Actuellement, on est à 6 milliards 500. Tant mieux. Moi, ce que je vais faire ici, je prendrai le 5 milliards 500. On me demande de payer aujourd'hui 63 millions pour un business qui pourrait me rapporter 5 milliards 500 minimum chaque année. OK? Ça représente à peu près combien ici? 8,11%. Oh, je sais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit, oh, arrête de dire, OK. Qu'est-ce que je prends à la place? D'accord, merci, voilà, OK. Donc, on a à peu près 5,51% ici. Ce qui n'est pas mal. OK? Ce qui n'est pas mal. Donc, aujourd'hui, si l'entreprise me distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividende, j'aurai un rendement de 8,70%. Actuellement, on gagne bien plus d'argent que ça. Tant mieux. Maintenant, qu'est-ce que je veux que l'entreprise fasse avec la différence? Il faut qu'elle rachète les actions pour que mon prix par action puisse augmenter. Donc, ce qui me permet de dire ici que AXA, au prix actuel, c'est pas mauvais non plus. OK? Attention, AXA, c'est pas mauvais. Voilà. On met ça là. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce genre de business? Si on constate que oui, il y a de grandes chances qu'ils aient raison. On a juste ici. Donc, on va se dire ici 83% du temps, ils ont raison. Donc, en se basant sur les bénéfices nets attendus en 2025, tout en le prenant à 10 fois les bénéfices, ce qui reste déjà à un niveau correct ici pour une compagnie d'assurance. Et encore mieux, si à ce niveau-là, ce serait préférable qu'elle continue à racheter les actions ici pour que notre part de bénéfices nets par action continue à augmenter parce qu'il y aura moins de bénéfices nets sur la table. OK? Enfin, il y aura moins d'actions sur la table. D'accord? Donc, au prix actuel, on pourrait s'attendre à un 38 € d'ici 2025. Si tout se passe très bien. D'accord? Donc, pour moi, je pense que AXA mérite à peu près qu'un investisseur se penche dessus. Ceux qui resserrent des rendements ici, pourquoi pas? Et d'aucuns me sortent souvent ici, oui, mais elle a baissé son dividende ici en 2020, une entreprise qui baisse son dividende, c'est pas bien. Parfois, une entreprise qui baisse son dividende, c'est même la bonne décision à prendre. Le dividende n'est qu'une politique d'allocation du capital. OK? Vous avez vu ici que je n'ai pas pris en considération la dette, tout simplement parce que la dette de ces entreprises-là doit être prise. On doit regarder les rapports financiers pour avoir une idée de la dette. OK? Je n'aime pas regarder sur les agrégateurs ici. Et de toutes les façons, quand je paye 10 fois les bénéfices pour une entreprise, pourquoi est-ce que
ce serait préférable de ne pas prendre en considération la dette dans ce calcul-là. D'accord? Donc, on va se limiter là. AXA, intéressant au prix actuel. Et il me semble que depuis plusieurs mois d'ailleurs. Mais n'oubliez pas ici que quand vous investissez sur une compagnie d'assurance, il faut avoir une confiance au management. D'accord? Le management doit avoir un très bon historique. Surtout en termes de tout ce qui concerne ici la gestion des sinistres. Donc, faites très attention à ces business-ci. Il ne faut pas juste regarder le dividende. Il ne faut pas juste regarder ici le PER. Il y a beaucoup d'autres éléments à aller regarder en dessous de la table. OK? N'oubliez pas également ici que l'efficience est très importante dans ce secteur d'activité-là. Bref, allez-y regarder la vidéo sur Arch Capital Group ici et on se donne rendez-vous sur les prochaines. Merci.